Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live avec Mathieu. On a envie de vous parler de se sentir compris en tant que HP, HPI. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Donc moi je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de Autrement, la société de coaching Autrement, qui veut dire un autre regard, et aussi directrice de IR, l'école Un autre regard, qui vous amène à porter un autre regard sur votre potentiel, sur aussi la manière d'accompagner d'autres humains si vous êtes dans l'accompagnement. Mathieu, veux-tu te présenter? Alors, bonjour à tous, je suis ravi de vous voir à nouveau aujourd'hui. Donc, pour ma part, je suis très heureux d'être responsable pédagogique sur la partie HPI de l'école. Et par ailleurs, j'accompagne en individuel les hauts potentiels de différents métiers particuliers ou dans le cadre des organisations, on va le dire comme ça. Alors, bienvenue aussi à vos questions. Je les regarde en direct et on essaiera d'y répondre. Surtout, allez-y, on est là aussi pour échanger avec vous. Alors, peut-être autour de ces sujets, euh, quand on est HP ou qu'on se suspecte, je dirais, si vous pensez que vous êtes un peu différent ou vous avez des atypicités, est-ce que Mathieu, tu penses que, il faut avoir un coach, un spécialisé HP quand on est un peu différent, justement, quand on est soi-même HP, HPI ou HPE. Alors, on est bien conscient que ce qu'on entend par haut potentiel, c'est un petit peu biaisé parce que les clients qui viennent nous voir ne sont pas les clients qui viennent voir un autre coach spécialisé au potentiel. Donc, on est bien conscient du biais. On accompagne souvent des personnes qui ont pu être détectées ou une intuition forte, une grande sensibilité, des valeurs fortes, en fait, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes au potentiel. Donc, soyons prudents sur ce qu'on appelle HP. Donc, c'est un continuum nuancé et complexe, le HPI. Ceci étant dit, pour vous répondre simplement, je pose l'hypothèse qu'il faut vraiment avoir un coach lui-même concerné, ou une coach d'ailleurs, pour être bien accompagné en tant que haut potentiel. Non seulement une personne concernée et qui est en vrai self par rapport à ce haut potentiel, c'est-à-dire qui a modélisé, qui a fait du chemin et qui modélise l'autorisation à exister dans sa propre vie, la liberté, parce qu'il va y avoir un effet de transfert en quelque sorte, un effet d'inspiration de cette liberté du coach vers la personne accompagnée. D'ailleurs, on dit en coaching qu'on accompagne bien sur les chemins qu'on a soi-même traversés. Donc, du coup, effectivement, si vous devez choisir un coach, choisissez un qui vous inspire ou vous donne envie d'aller vers. Vous dites, ah, j'aimerais bien être comme ça, ou en tout cas, quelqu'un qui vous donne envie, tout simplement. Simplement. Et bien au-delà du haut potentiel, évidemment, un coach éthique qui prend le temps de vous écouter, où vous sentez qu'il y a quelque chose dans la relation, c'est extrêmement important parce que tout, tout le côté transformant du coaching va s'appuyer sur cette relation de complicité, sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'utiliser mille circonvolutions pour s'exprimer, que vous vous sentez comprise ou compris dans la relation avec le coach. Moi, je dirais même, ce qui est important, c'est de voir si votre coach ou votre accompagnant, selon la forme d'accompagnement que vous choisissez, parle votre langue. Est-ce que si vous aimez parler en métaphore, il a cette habilité à vraiment avoir un langage qui est le vôtre et du coup vous sentir pleinement à l'aise, pleinement compris. Et c'est peut-être même le critère essentiel pour choisir un accompagnement ou choisir une formation si vous souhaitez vous former à différentes choses. Et on a tout le problème des organisations qui imposent souvent des coachs, en fait, qui font choisir les clients entre trois coachs qui ne sont pas concernés par le haut potentiel, alors que la personne est concernée au potentiel, qu'elle a énormément de talent à revendre pour l'entreprise. Et la personne, comme si elle demande un coaching, c'est que souvent elle est un peu concernée par le faux self, elle va se dire, bon, ok, je choisis ce coach, mais ça va passer à côté du vrai sujet parce que le coach va lui imposer des cases, des exercices cadrés, il va sans cesse répéter quel est l'objectif exact alors que la personne pense tout en globalité. Elle revit tout en fait, tout est connecté pour elle alors que le coach demande d'entrer dans une petite case et ça a souvent une souffrance en fait. Il y a un vrai sujet éthique dans les organisations à imposer des coachs, d'où l'importance en tant que RH notamment de référencer en interne différents coachs spécialisés sur la pensée atypique. On passe à la question suivante, peut-être, Mathieu? Peut-être que j'ajouterais qu'on peut élargir autour des coachs. Si vous êtes Mhm. un dirigeant, une personne dirigeante et que vous recherchez un consultant, si vous cherchez un associé, c'est un petit peu la même chose. C'est l'importance. Alors c'est vrai que le politiquement correct dirait que tout type de personne peut convenir. Il y a quand même un lien particulier quand on choisit une personne qui fonctionne comme soi. Alors on n'est pas au point de QI près, évidemment, hein,
C'est en faisant un peu d'humour, on ne va pas dire non à une personne qui a 129 parce qu'on a 131 sous prétexte que on n'est pas sur des choses comme ça. Mais globalement, on va dire que c'est important de s'écouter et de choisir une personne où il peut y avoir des traits de personnalité légèrement différents, mais sur les valeurs, sur l'essentiel et sur le langage commun, comme tu dis, Nathalie, il faut qu'il y ait quelque chose qui fitte vraiment. Ouais, un feeling. Un feeling, voilà. Pour moi, ça ne se mesure pas en chiffres. Je ne suis pas très case et chiffres, Évidemment. mais ça se mesure en capable de rebondir sur les idées de l'un et de l'autre, de co-construire, d'avoir envie de faire ensemble, d'être dans cette énergie qui se comprend, en fait, tout simplement. L'absence de jugement aussi. Une Ouais. personne qui elle-même s'autorise à exister, à être libre, et qui du coup ne va pas projeter son faux self sur la personne. Alors Nathalie, j'avais une question. Quelle est pour toi la pédagogie qui est vraiment spécialisée pour les personnes sur le continuum biopotentiel? Alors, peut-être que les hauts potentiels qui nous écoutent là se sont ennuyés assez fermement dans les formations, où ont eu l'impression d'avoir le temps de faire autre chose. Ou... Voilà, en tout cas, moi, ça m'est arrivé plein de fois. D'ailleurs, on m'a posé la première quelle question on m'a posée quand j'ai postulé à des formations de coaching. C'est quoi votre peur? J'ai dit peur de m'ennuyer. Je l'ai dit comme ça. Je me suis aperçue un peu après qu'effectivement, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, pour moi, tout est trop lent. Il Ouais. n'y a pas de connexion entre les choses, il y a un programme un peu linéaire, il n'y a pas une pédagogie globale. Et du coup c'est parfois compliqué ou c'est pas un cadre qui permet d'apprendre suffisamment, de se nourrir suffisamment vite. Donc, quand on a une mode de pensée atypique qui fait des liens entre les choses, on a aussi besoin d'une pédagogie qui comprend ça ou qui laisse libre cours à ça au moins. Au moins ça, juste ça. Parce que moi, dès que je faisais des liens entre deux choses, on me disait, ah mais non, non, mais là, c'est dans le chapitre machin, tu mélanges pas. Et donc, c'était compliqué quand même, honnêtement, pour moi. Plusieurs formations, ça a été un peu, j'étais en train de me réfréner, de ralentir, de dire, bon, tu fais les connexions dans le fait, mais surtout, tu le dis pas. Hein, tu restes calme, tu fais semblant que tu es normaux-pensant. Hein, ça va aller. Mais du coup, c'était pas agréable. Donc là, en tout cas, nous, à IR, on a clairement décidé de faire une pédagogie atypique, intégrative. Tous nos modules, toutes nos formations, que ce soit les formations pour les HPI dont Mathieu est le responsable, mais aussi les formations sur les transitions écologiques, les formations pour devenir coach ou accompagnant, ou même intégrer les outils de coach en tant que manager pour être leader de sens, sont pensées de manière intégrative. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des objectifs pédagogiques, mais chacun de nos ateliers est relié à plusieurs objectifs pédagogiques de manière à l'intégrer pleinement, à permettre j'ai envie de dire, une stimulation intellectuelle à plusieurs niveaux. Et à chaque fois, on prend le temps, nous, parce qu'on est coach, de se faire un méta, c'est-à-dire prendre un peu de hauteur, de méta-communiquer sur voilà pourquoi on vous fait faire cet atelier, voilà quelles compétences ça stimule, voilà sur quoi on veut appuyer, voilà sur quoi, quelle est notre intention pédagogique, voilà ce qu'on veut vous faire apprendre. Et est-ce que vous le voyez maintenant qu'on vous a tissé les liens et qu'on vous fait prendre un petit peu d'altitude sur ce qui est en train de se passer dans cet atelier? Et notre pédagogie, elle est basée sur d'abord le corps, l'action. C'est-à-dire en tant qu'atypique, souvent on pense beaucoup, on décortique et tout ça. Et on aime ça d'ailleurs. Et le pari, c'est de faire l'inverse. On commence par, on fait un atelier, une action, on fait construire une tour, on fait peu importe. Une fois qu'on l'a vécu, on prend un temps émotionnel parce que la sensibilité émotionnelle, elle est très importante. Souvent, ce qui nous empêche de changer, c'est les émotions, les croyances, les pensées limitantes et ces choses-là. Donc, du coup, on fait un temps d'atterrissage émotionnel et enfin, on amène le cognitif. Ce qui fait que les trois s'intègrent. On comprend tout ce qu'on a vécu dans l'atelier. On comprend les émotions avec un autre recul, c'est-à-dire on les accepte, on regarde où était notre limite dans la créativité, dans oser donner son avis, parce que dans un groupe, il se joue beaucoup de choses aussi. Donc quand on fait des ateliers de pédagogie en groupe, on prend ce temps de débriefer sur qui a osé prendre sa place, qui aurait aimé, et puis finalement il reste au recul, et comment les émotions se jouent quand on est sensible et qu'on est entouré d'autres qui ne pensent pas comme soi. Donc, il y a tous ces éléments-là. On va créer une module aussi sur les émotions qu'on va mettre en ligne bientôt. Donc, c'est comment gérer les aspects émotionnels euh, par par l'exercice, par l'expérimentation avec l'autre, et comment comprendre ça pour s'ajuster à ses besoins propres.
Donc voilà pour moi, en tout cas, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, et vous êtes nombreux là en ce jour férié, ça fait plaisir, euh, ben, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez envie de vivre et comment vous avez envie d'apprendre. Et je pense qu'une des clés, c'est d'apprendre dans un contexte qui respecte votre neurodiversité et qui respecte votre besoin de connexion des choses les unes avec les autres et même qui les stimule encore pour apprendre plus vite, plus loin. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je regarde, il n'y a pas de questions pour le moment, mais merci au petit bonjour, ça fait plaisir. Il y a Brigitte qui fait un petit commentaire en disant que c'est très important, c'est ton proposé pour les émotions. Je dirais même, c'est essentiel parce que souvent, avec la tête, on a toutes les idées, mais finalement, on ne passe pas à l'action. Certains procrastinent, certains n'osent pas. Et c'est bien là de reconnecter le corps, le cerveau et le cœur pour pouvoir être aligné et passer à l'action. Donc, pour beaucoup des HP que nous accompagnons, c'est cette recoordination des trois qui va être essentielle et c'est ça qu'on vous apprend à vivre, à expérimenter pour pouvoir après le déployer dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, je profite pour prendre une autre question. Ah oui, elle me parle de respect. Brigitte, merci de ce commentaire. Effectivement, nous-mêmes étant avec Mathieu de haute sensibilité, on va le dire comme ça, nous tenons à ce que la pédagogie prenne en compte le respect et le besoin de bienveillance de chacun, tout en disant les choses, mais en prenant ce temps de les formuler pour que ce soit accueilli de la meilleure manière possible. Alors, du coup, Mohamed nous dit, la plupart des formations sont animées comme cela désormais, et l'intelligence émotionnelle est forcément vue en formation de coaching. Quoi de neuf réellement? Avec un petit smiley. Je dirais que, mais Mohamed, je vous invite à répondre. Je dirais que la plupart des formations, on vous présente en coaching un outil, peu importe, hein, la pyramide de Diels, ce que vous voulez là, un outil créé par des spécialistes du coaching, et on vous demande de la mettre en œuvre, de l'appliquer. Donc, vous voyez, il y a la théorie, l'application, et on vous demande d'appliquer dans les petites cases qu'on vous a expliquées, petit 1, petit 2, petit 3. Et petit 24, si c'est un protocole long. Ça ne convient pas vraiment aux HP qui, eux, ont plutôt besoin aussi d'avoir une part d'ouverture, de créativité, de s'impliquer. Donc, nous, on fait plutôt le pari on fait un atelier assez ouvert où il y a une intention pédagogique, mais on laisse le groupe ou la personne, si c'est du travail en binôme, s'ajuster, créer, avoir sa part de liberté, avoir sa part de peur aussi parfois en disant est-ce que je fais bien, est-ce que je coache bien, ou est-ce que je vais animer le collectif et est-ce que mon atelier va être compris et tout ça. Donc vous voyez, on laisse une grosse part de créativité et de liberté et tout l'émotionnel qui va avec d'ailleurs. Et ensuite, on apporte le cognitif. Quelle est l'intention de cet outil? Quelles sont les méthodes? Comment les autres coachs les utilisent? Vous les avez utilisés d'une certaine manière ou d'une autre? C'est intéressant parce que quand on a plusieurs sous-groupes, chacun travaille différemment. Et voilà. Et après, on redonne la théorie de la théorie, comment l'auteur, par exemple, l'a pensé, ou comment j'utilise beaucoup d'outils que j'ai créés moi dans la formation IR, et comment moi je l'ai pensé, mais je m'amuse toujours de voir comment les personnes vont détourner les outils. Et on vous apprend à détourner l'outil au service de votre client et pas l'inverse, à faire rentrer votre client dans la pyramide de l'outil qu'on vous a présenté. Voilà, j'espère que ça répond. Peut-être, Nathalie, je Oui. rebondirai bien pour partager avec vous ma perception subjective, bien sûr, de ton enseignement, en fait, de ta manière d'enseigner. C'est aussi, alors il y a une profusion de créativité, je le dirais comme ça, tout simplement aussi. Il y a juste une vitesse qui n'est pas du tout la même. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et au-delà de ça, au niveau de ce qui se joue d'invisible dans la relation avec les stagiaires, c'est qu'il y a plein de formations qui peuvent faire semblant de bien connecter l'esprit aux émotions, d'aller vite. Ça, à la limite, il y a certaines autres formations qui peuvent le faire. Mais dans ce qui se joue d'invisible, c'est que souvent, au niveau phénoménologie, dans une formation, les stagiaires arrivent, dans une formation un peu comme une autre, ils s'assoient, rien que dans leur posture, dans leur manière de s'asseoir, dans la posture du corps, on sent que c'est pour se raconter qu'on va vivre un changement, mais en évitant de vraiment aller dans le vrai self et en évitant de changer vraiment.
Il y a comme un jeu de dupes, un jeu de masques, où il y a des sanglots, on pleure beaucoup, et puis on console la personne qui pleure. Ça devient de la thérapie, d'ailleurs, souvent, ces formations. Donc, on se fait croire qu'on se transforme, mais en fait, ça reste une formation française de coaching qui respecte implicitement un certain récit collectif. Et ça se joue pour moi dans quelque chose de très invisible de l'ordre du transfert contre transfert avec le formateur ou la formatrice. Et là, la perception que j'ai, c'est qu'on va vraiment au cœur des sujets. On va vous embêter, entre guillemets, sur ce qui dérange vraiment dans l'intention. Alors, il n'y a pas de garantie de résultat parce qu'on est éthique. En tant que coach, on ne garantit jamais des résultats, mais en tout cas, il y a l'intention d'un vrai changement à l'échelle de la vie. C'est vraiment ce que je ressens de différent dans cette formation. On va au cœur des sujets. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est là, on avait le module 2 la semaine dernière. Il y a un des stagiaires qui dit ah, mais pendant l'atelier, elle m'a fait avancer. Puis il fait comme ça. Donc, il recule en même temps. Donc là, du coup, je vais proposer de venir et de le coacher sur ce sentiment d'être dans avancer, reculer. Est-ce que c'est l'autre qui me fait avancer? Et du coup, là, j'en ai profité pour faire une séance, donc en démo, en live, et utiliser l'atelier et le débriefing qui avait lieu pour aller encore plus loin, parce qu'effectivement, il souhaitait évoluer aussi sur sa posture. Donc, pour moi, c'est intéressant de se dire que j'utilise tout ce qui se passe, les mots, l'absence de congruence entre les mots et le corps, pour montrer ce qui est en train de se jouer et montrer pourquoi j'ai choisi de travailler là-dessus. Parce qu'au début, je le fais venir et je travaille avec lui, puis je regarde les autres, je fais, bon, vous avez compris pourquoi je le fais travailler sur avancer. Et là, j'explique et je remontre ce qui s'est passé pour qu'ils comprennent bien à quel moment, quel mot m'a fait intervenir. Et quelle émotion ça m'a généré aussi, moi, de le voir avoir une dissonance entre le corps et les mots. Voilà, tout simplement. Et il y a Aurélie qui a une question. Est-ce que tu pourrais faire un petit point d'ailleurs? Elle dit comment adaptez-vous aux différences entre les laminaires et les complexes? Est-ce que tu pourrais refaire un petit point pour tout le monde, Mathieu, sur laminaire, complexe? Et après, on répondra à la question. Ça te va? Alors, la question exactement, c'est comment gérer les différences entre les laminaires et les complexes. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, redonner quelques mots-clés sur les laminaires et les complexes. Et après, je répondrai sur la partie pédagogie. Est-ce que ça te va si on fait la question en 2 étapes? Alors, j'avoue que pour ma part, je vais être tout à fait honnête avec vous, je distingue mal, pourtant j'ai lu le livre, hein, mais je distingue mal la vraie différence entre les laminaires et les complexes. D'ailleurs, c'est discuté scientifiquement, cette différence. J'ai lu le livre de Nicolas Gauvry et je vous invite à le lire aussi sur ce sujet, parce qu'il y a un continuum, les complexes, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir parfois des émotions fortes, mais d'après ce que j'ai compris, je peux totalement me tromper en disant ça, une plus grande difficulté à communiquer, une pensée beaucoup plus en arborescence, d'après ce qui est dit, alors que pour les laminaires, ça va être une intelligence beaucoup plus carrée, avec souvent des réussites professionnelles plus faciles. Pour ma part, je dirais, en coaching, je peux reconnaître des personnes qui seraient plutôt complexes ou plutôt laminaires, mais je vois tout un continuum entre les deux. Et pour répondre à la question, ça se fait à l'intuition. En fait, il y a autant, en réalité, il y a autant de haut potentiel que de personnes dans la salle. Chaque haut potentiel est complètement différent. Donc, à la fois, on est à l'écoute du haut potentiel au sens large, au niveau phénoménologique, le concept de douance qui, là, se joue dans cette pièce, et en même temps, on est à l'écoute de chaque douance qu'il y a parmi les stagiaires. Je formulerai comme ça. Mais pour ma part, les différences entre hauts potentiels, je n'ai jamais réussi à m'en faire personnellement une représentation satisfaisante. Mais je suis très en phase avec ce que tu as dit. Pour moi, chaque personne est unique et j'aime pas mettre les gens dans les cases. Donc pour moi, chaque individu a son potentiel à développer. On a beaucoup publié sur ça avec Mathieu, sur déployer vos ailes, déployer votre potentiel. Je fais le pari que vous, moi, tout le monde, on a encore plein de potentiel à développer parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on doute, parce qu'on n'a pas essayé encore. Je prends souvent cet exemple, mais il y a 3 ans, j'ai découvert la sculpture. C'était un potentiel que je n'avais jamais même imaginé. Juste, j'étais là par hasard, il y avait un atelier. Je suis allée, j'ai découvert et finalement, j'en suis à ma 18e sculpture. Donc, c'est un potentiel non imaginable, même, je dirais. Mais je pense que clairement, la sculpture et la matière fait partie de ma créativité. Et voilà. Donc, et Dieu sait quelle autre compétence j'ai pas encore développée. Et je suis sûre qu'il y a plein d'aptitudes, de compétences que vous n'avez pas essayé, tout simplement parce que vous n'avez pas mis un pied dans cet univers-là. C'est aussi simple que ça.
Et donc, pour moi, dans les formations, comment on fait? À chaque formation, on fait comme un coaching, c'est-à-dire qu'on demande quel est l'objectif, sur quoi la personne a envie de s'améliorer par rapport aux compétences qui sont, ciblées dans le module, comment la personne se situe, sur quoi elle a envie de travailler et quel serait son objectif pendant ces 3 jours de formation, de manière à ce que la personne situe, elle, où elle veut arriver et nous, par des feedbacks, par, des mises en situation, par différents, expérimentations, je vais le dire comme ça, on l'accompagne sur son chemin, tout simplement. On la laisse grandir et elle-même essaye. Par exemple, si, vous voulez progresser en métacommunication, on laisse la personne aussi intervenir, en méta dans toute la formation pour qu'elle affine son méta et à la limite, je lui fais un méta sur la façon dont elle a métacommuniqué pour qu'elle affine encore et elle s'améliore. Alors Mohamed répond. Il nous a dit pardon d'être taquin. C'est OK, Mohamed, bienvenue. Ce que vous me dites me semble applicable à tout le monde en réalité, et je suis peut-être HPI avec un petit clin d'œil. Oui, c'est ce que je viens de dire. Tous les potentiels sont pour moi à déployer et nos formations visent dans une pédagogie constructive, bienveillante, à les déployer et visent à vous expliquer ce qu'on fait. C'est pas juste on met en place un fil rouge pédagogique, on le met en place et comme je le dis, je vous montre les coulisses. J'ouvre le rideau pour vous dire pourquoi j'ai choisi ça à ce moment-là et pourquoi là je vous ai pas dit ça dans la consigne et pourquoi là maintenant je le débriefe avec vous pour que vous alliez plus loin dans votre compréhension. Donc c'est ce côté vraiment communiquer aussi sur les choix stratégiques de pédagogie pour que en écho, en miroir, vous puissiez faire des choix stratégiques quand vous allez accompagner d'autres personnes ou quand en tant que manager, vous allez accompagner une équipe. Voilà. Peut-être pour répondre à la question, je répondrai à Mohamed que c'est aussi une question d'intensité. C'est que bien sûr, cette pédagogie s'adapte à tous. Ce qui fait la spécialisation au potentiel en coaching individuel, par exemple, c'est que, par exemple, je vais proposer 3 exercices en même temps à un client, alors que je sais qu'à un autre, ça ne conviendrait peut-être pas. Et qu'on peut travailler sur X objectifs en même temps, ce qui semblerait beaucoup trop ambitieux, mais je sens que dans la richesse de l'univers intérieur de la personne, ça va aller tout seul. C'est ça, c'est aussi la spécialisation, c'est une question d'intensité aussi, de synchronisation avec l'intensité de la personne. Et il te répond d'accord pour le faux self. Alors justement, tiens, je propose qu'on embraye sur la question suivante, oser déployer ses ailes, son potentiel, être pleinement multipotentiel. Selon toi, quels enjeux, et je sais que tu accompagnes essentiellement des PDG, des dirigeants qui ont ces enjeux-là aussi, même en étant déjà arrivés à un certain stade de développement. Alors tu dirais que c'est quoi l'enjeu? Quels sont les principaux enjeux que tu vois, toi? Alors, on pourrait écrire un livre sur le sujet, et c'est justement le livre qu'on va publier avec Nathalie en septembre prochain. Oh là là! Alors attends, là j'ai besoin de faire une petite aparté pour vous qui nous écoutez. On va rendre le livre en septembre, ça c'est Ah oui, l'objectif. pardon. Vous voyez, il y a toujours l'objectif et la réalité, donc je tiens quand même à décaler le truc. Et ensuite, il y a la relecture, la mise en page avec l'éditeur, tout ça. Donc le livre, au mieux pour Noël, en cadeau sous le sapin, au mieux, hein. Il faut avoir un espace-temps, enfin prendre du recul sur l'espace-temps. Mais c'est parce que c'est le premier livre de Mathieu, il n'a pas encore le cheminement. C'est vrai, c'est vrai. J'en suis à mon troisième, donc du coup, maintenant, je réalise qu'il y a il y a le potentiel, l'idéal et la réalité. Je referme la parenthèse, excuse-moi, je te laisse répondre sur les enjeux. Alors, les enjeux, donc, une pensée qui me vient, mais ce n'est qu'un angle de vue parmi une infinité d'autres pour aborder le sujet. Donc, comment déployer ses ailes en tant que multipotentiel? C'est justement, alors avec les biais qui sont les nôtres, bien sûr, en conscience, souvent nos clients, en plus d'être concernés par le HPI, se sentent multipotentiels, c'est-à-dire que ça ne fait pas sens pour eux de faire qu'une seule activité pendant une durée longue. Ils ont besoin de relier plein de domaines différents. Et souvent, le sujet, on parlait de faux self et de vrai self, c'est que si on accompagne une personne au potentiel à aller que dans un métier sous prétexte que ses traits de personnalité iraient dans le sens, avec les approches formatées qu'on peut voir, iraient dans le sens de tel ou tel métier, que ce serait raisonnable par rapport au passé d'aller dans tel métier, il va y avoir un écroulement de la fonction d'onde du sens en quelque sorte. Et c'est normal. C'est pas parce que la personne serait bizarre, parce qu'elle elle ne pouvait pas se contenter des choses simples de la vie. On entend beaucoup de jugements, notamment psychanalytiques, là-dessus. C'est tout simplement son fonctionnement, c'est de trouver une identité professionnelle symbolique qui est de l'ordre de la couleur, de la vibration, parce que l'univers intérieur est très riche chez le potentiel souvent.
On est vraiment sur quelque chose de symbolique. Même le sens qu'on donne à la vie et le message qu'on souhaite déployer au monde, ça n'a pas besoin d'être des mots. Les mots sont déjà enfermants. C'est tout simplement une manière d'être, un geste artistique, et on emploie souvent des métaphores très abstraites. Et souvent, les hauts potentiels se retrouvent et trouvent la motivation en s'identifiant à des choses extrêmement abstraites. Et après, cette symbolique, par exemple, si votre symbolique, c'est l'océan bleu des possibles, avec la sérénité de l'océan, ça peut donner du consulting, du coaching, mais vous pouvez être salarié aussi en même temps ou à un autre moment dans un grand groupe pour faire avancer la fonction RH. Ça peut se démultiplier en plein d'opportunités différentes et qui pourtant sont cohérentes entre elles, contrairement à ce qu'on peut encore penser que ce seraient des personnes qui pourraient s'éparpiller. Et le vrai self, c'est ça, c'est voir la vie multiple comme quelque chose de complètement normal en réalité, même d'évident. Dans le cœur, il y a quelque chose de très cohérent et ça se déploie sur la surface du réel dans de multiples activités professionnelles, mais personnelles également, associatives. Beaucoup de personnes trouvent du sens à vraiment œuvrer sur différents plans et vivre sur différents plans aussi. Même souvent, en vrai self, c'est des personnes qui se rendent compte qu'elles n'ont pas d'opinion politique plus qu'une autre, parce que tout est tellement connecté, comment se faire une opinion, si avec une éducation différente, on aurait une opinion différente, elles n'y trouvent pas de sens. Donc il y a souvent tout mélangé, elles se sentent autant de toutes les classes sociales en même temps, il y a souvent une multiplicité dans tous les domaines de l'existence, et qui est entièrement normale. Et quand on travaille avec ça, ça aide beaucoup à laisser les justes opportunités venir parce qu'on lâche complètement prise sur l'opportunité idéale qu'il faudrait trouver et on n'a pas le droit à l'erreur et il faut trouver qu'une seule opportunité en tant de mois. Là, il y a un écoulement de la fonction du sens pour le haut potentiel. C'est partir en exploration sphérique, écouter l'intuition et prendre ce qui vient. Je ne sais pas, Nathalie, si ça te parle, cette manière de dire les choses. J'aime bien cette notion de sphérique, mais du coup, avoir une sphère adaptée à sa taille, à son besoin. Parce que si c'est une sphère trop petite, je vois beaucoup de Voilà. clients qui se disent, bon, j'ai fait des études, peu importe, de commerce, et donc du coup, bon, j'ai mon poste, mais du coup, qui se limitent dans cet univers-là, mais du coup, qui perdent de l'énergie parce qu'ils ne font pas d'activité créative ou d'apprentissage cognitif, des choses dont ils auraient besoin pour se nourrir personnellement, pour évoluer, pour élargir leur sphère, j'aurais envie de dire. Et tout l'enjeu, il est là pour moi. C'est que parfois, on se sent étriqué dans un lieu. Et j'ai encore la métaphore d'une cliente où elle choisit un parc pour faire le coaching. On fait un coaching dans la nature en marchant, mais on arrive mais en 5-10 minutes max au bout du parc. C'est un tout petit parc. Et là, du coup, elle me dit, je la regarde, je fais, il y aurait une symbolique avec ta vie actuelle. Et oui, on se sent très vite à l'étroit. Et c'est comment on s'autorise à sortir, à s'ouvrir de nouveaux horizons. Oui, on peut avoir un poste X ou Y, Z, et en même temps avoir des activités créatives, écrire un livre, ou avoir d'autres projets et s'ouvrir au monde tout simplement. Et c'est comme s'il y avait besoin parfois de se dire, c'est pas, je suis pas dispersée, j'ai juste plusieurs potentialités. Et comme la société renvoie plutôt, tu touches à tout, tu fais trop, c'est pas si évident que ça d'assumer qu'on fait autant de choses diverses. C'est vrai que moi, longtemps, je segmentais. Il y a des gens qui savaient que je sculptais, d'autres qui savaient que j'écrivais un livre, d'autres qui savent que je suis coach, d'autres qui savent que j'ai une école, mais avoir un panorama sur tout, finalement, c'est pas si évident. Puis maintenant, avec les réseaux, j'ai envie de dire, j'assume. Mais il m'a fallu du temps aussi, je pense, pour publier sur les réseaux et dire, OK, je fais tout ça et j'aime ça. Et ça me fait du bien et ça me file de l'énergie. Alors que la plupart des gens me posent la question, mais t'es pas trop fatigué avec tout ce que tu fais, tous tes projets? Non, en fait, c'est les projets qui me nourrissent. Si j'en faisais moins, je m'ennuierais, je pense. Donc voilà, c'est ça pour moi la clé. C'est faites ce qui vous apporte de l'énergie, ce qui est bon pour vous. S'il y a besoin de sécurité avec un emploi, c'est OK. S'il y a besoin de temps créatif ou de temps seul pour méditer, écrire ou je ne sais quoi, c'est OK. Trouvez votre sphère à vous et ajustez-la en permanence avec des couleurs, des idées nouvelles. Et ça me fait penser aux personnes introverties comme moi, c'est-à-dire qu'on dit tellement, il y a des mythes urbains sur la douance actuellement, et on dit tellement que la vie n'est pas très facile quand on est au potentiel, qu'on est en souffrance, qu'on est en difficulté, qu'on est décalé. Alors que quand on regarde Google, par exemple, qui est une société qui réussit pas trop mal, Alphabet maintenant, il y a une multiplicité d'activités. Ils encouragent complètement la multipotentialité. Donc il y a un peu qu'en France
qu'on va dire que c'est atypique. Souvent, ce qu'on nomme atypique en France, c'est typiquement aligné avec le monde des affaires et le fonctionnement du monde à l'extérieur, mais ça c'est un autre sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est que des personnes qui se croient très introverties, qui croient qu'elles dépensent beaucoup d'énergie à prendre des risques professionnels, une fois qu'elles se donnent des défis à leur hauteur, ça leur donne de l'énergie. En réalité, elles se disent, mais je n'imaginais pas que me mettre au défi, me mettre en risque, me mettre un peu dans l'urgence, quelque part, ça me donnerait de l'énergie. Écoute, on a une question waouh. Donc, je tiens à remercier Aurélie pour cette question. Merci. Alors, ressentez-vous personnellement un grand waouh assez instantané en entrant en contact avec un autre HP? Je te laisse répondre. Évidemment. Waouh, oui. Et je pense que c'est peut-être ça dont on a plus besoin, d'avoir plus de connexion avec des gens qui nous comprennent, avec les gens avec lesquels on peut aller parler d'un sujet, puis l'autre, puis revenir. Et c'est très nourrissant, très joyeux, très... J'avoue qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a un fonctionnement différent du mien, mais avec lequel on se connecte, il y a un effet waouh. Et c'est bon. Je dirais qu'on devrait tous avoir plusieurs waouh connexions amis dans la vie parce que ça fait tellement du bien quand on se sent parfois seul aussi hein, ou pas compris. Donc, ouais, et je dirais que plus j'accepte mes potentialités et qui je suis, plus je rencontre d'autres gens qui sont dans les mêmes cheminements et plus j'ai des faits waouh réguliers. Et ça s'auto-alimente après naturellement. Ouais, voilà. Il est terrible cet effet. Il est terriblement joyeux, moi je dirais. Il est agréable. Isabelle qui nous dit oui, oui Isabelle. Effectivement, et je pense que bah, si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est certainement qu'il y a un effet écho à ce que Mathieu publie ou à ce que je publie pour vous dire, ah bah oui, vous ressentez des choses similaires. Et peut-être pour nous, le message, c'est que moi, pour oser aller plus loin, oser publier sur LinkedIn ou pour oser créer l'école aussi, j'ai eu besoin de l'effet waouh de Mathieu qui m'accompagne, on se coach régulièrement. Et ça m'a aidé à aller plus loin et à oser explorer encore des sphères parce que quelqu'un qui me comprend et qui me coach dans mon déploiement me permet d'aller encore plus loin. Et là, je reviens à mon sujet favori dont je vous parle à peu près tout le temps, hein. C'est s'autoriser à fréquenter des personnes, à aller à la rencontre de personnes où il y a ce waouh, justement. Ce qui implique tout. Ça implique prendre du recul vis-à-vis des personnes avec qui vous êtes en adaptation, ce qui implique aller vers le vrai self, travailler le faux self pour aller vers le vrai self. Ça implique, parce que tout est lié, se donner un espace de travail, c'est-à-dire une sphère où vous avez un espace-temps de qualité pour pouvoir développer une activité ou des opportunités à la hauteur de vos potentiels. Et on a tout ça qui est lié. Et j'ai vraiment l'image, si je devais condenser tout ce qu'on est en train de se dire, Nathalie, c'est l'image d'une sphère qu'on va laisser grandir jusqu'à l'infini. Mhm. Et il y a Brigitte qui partage qu'elle n'a pas forcément aimé l'étiquette «tu es hypersensible» dans les groupes où elle était. Et c'est bien d'être respectée en tant que telle. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai utilisé, en parlant de Mathieu et moi, le terme hautement sensible ou d'une haute sensibilité. Parce que derrière hyper, il y aurait un hyper trop. Mais par contre, admettre qu'on est sensible différemment de la moyenne. Et d'ailleurs, je n'ai pas les mêmes sensibilités que Mathieu. Bien Et sûr. c'est OK. On n'a pas les mêmes graduations. Et le tout, c'est de se le dire et de partager et d'équilibrer et de s'accepter avec ses bizarreries, comme tu dis, et j'aime bien ce mot. Donc, je pense que plus je m'accepte, plus j'apprends à m'aimer aussi, et tout simplement avec mes spécificités, plus ça devient facile d'oser me montrer telle que je suis et du coup d'être acceptée aussi. Parce que c'est le fameux faux self dont tu parles souvent aussi. Si je suis sensible, mais je fais comme si tout va bien et que je mets un masque pour être en groupe avec les autres voient bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, du coup, ça crée un décalage. Enfin, ils voient du coup l'incohérence que vous avez, alors que vous voulez vous intégrer. Ce masque que vous mettez va au contraire générer de la suspicion, du doute, mais il est froid, ou il est bizarre, ou il est pas comme nous. Donc, vous voyez, en fait, finalement, c'est l'acceptation, comme vient l'écrire Brigitte,
c'est l'acceptation de soi, de ses différences, mais c'est valable pour chaque être humain pour le coup. Pour moi, je pense que chaque être humain a besoin de comprendre qui il est, quelles sont ses spécificités, qu'est-ce qu'il a envie d'apporter au monde, dans quelle énergie de partage il a envie d'être avec les autres. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas fait ce chemin-là, qui ne se posent pas la question, qui vont au travail tous les jours en respectant les conventions, les codes, et du coup qui passent à côté de leur vie et de leur vrai potentiel, leur vrai self, quoi. Alors, je reviens parce qu'il y a Mohamed qui a réagi. Je fais prendre conscience souvent au HPI que le monde n'est pas fait spécifiquement pour eux et leur spécificité, mais que c'est à eux de mettre l'énergie de tête, cœur, corps pour s'aligner avec leur monde et leur environnement au risque de s'épuiser. Alors moi, je ne dirais pas ça comme ça. Moi, tu me permets un petit recadrage en live. C'est à eux de se mettre en énergie. C'est à eux de comprendre l'énergie dont ils ont besoin au niveau cerveau, cœur et corps. C'est à eux de trouver les environnements dans lesquels ils se Voilà. sentent bien pour gagner en énergie, parce que je rencontre des gens qui me ressemblent, parce que je peux exploiter, explorer des potentiels qui me plaisent. Et là, du coup, je ne suis pas en perte d'énergie, je suis en auto-alimentation ou en circulation d'énergie ou d'auto-équilibre, je vais le dire comme ça. Donc, je vois plein Peut-être, de Nathalie, remarques. Oui, vas-y. ce que j'ajouterais, c'est que j'aime beaucoup là-dessus le terme d'ajustement créateur Oui. issu de la Gestalt. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas être dans la complète adaptation, on ne va pas être dans la complète non-adaptation, je brille mais sans prendre en compte les autres. C'est un ajustement qui se fait de chaque côté. C'est-à-dire qu'à la fois, on va trouver l'environnement qui nous convient, et à la fois, en s'adaptant légèrement, mais on peut s'adapter tout en étant dans le vrai self, tant que c'est en conscience et au service d'une stratégie claire et d'un but qui est clair. On va faire des micro-adaptations pour pouvoir voilà, œuvrer au service de son message. Et je le verrai comme ça, que c'est des deux côtés que ça peut se faire. Alors, Stéphane a mis quelques remarques. Bizarrerie peut parfois être un trouble psychique, si vous pouvez le rappeler, avec un petit smiley. Et après, il dit que les HPI n'ont pas de traits spécifiques. Chaque être humain est spécifique en soi. Et quand je dis bizarrerie, c'est le fait de faire plusieurs activités en même temps ou de sembler différent de Ouais. son voisin. Mais tout le monde est bizarre au regard de l'autre. Mes besoins de communication ne sont pas les vôtres et ça peut vous sembler bizarre à la façon dont j'ai envie de communiquer. Et pour moi, bizarrerie, c'est juste un mot gentil pour dire je suis différent, j'accueille mon mode de fonctionnement différent et je dis mes besoins. Mais pour quelqu'un qui fonctionne différemment, ça peut lui sembler étrange ou pas comme lui. Et on devrait plutôt augmenter le taux d'acceptation de la différence de l'autre plutôt que de se dire je dois m'adapter à l'autre. Et peut-être pour reposer un petit peu le cadre de notre échange, ce qu'on fait régulièrement, c'est que pour nous, les mots ont des ailes. On n'a pas le temps de tout préciser et de tout dire, évidemment. Ça demanderait beaucoup plus de temps. Donc, on se situe dans un mode d'échange. Là, ce que je modélise, c'est l'importance du cadre, en fait, où ce que l'on se dit, ce que l'on vous dit, ça prendre ou à laisser. C'est pour votre inspiration. On ne prétend pas remplacer un thérapeute ou un neuropsychologue, par exemple, sur les questions de la douance. C'est vraiment l'intention, c'est de s'inspirer ensemble. Si quelque chose ne vous parle pas, c'est parfait et ça vous fait grandir aussi. Et si ça vous parle, c'est tout positif également. Oui, on parle d'expérience en tant que coach qui accompagne des hauts potentiels ou des potentiels tout court, hein, parce que moi j'accompagne des êtres humains, je ne leur demande pas leur pédigré quand ils arrivent, je leur demande, vous avez envie de réussir quoi? Et on regarde ensemble comment ils vont réussir ce qu'ils ont pas atteint jusque-là. Voilà. Et comme le dit Brigitte, nous sommes tous uniques et je pense que c'est ça la clé, c'est de comprendre l'unicité de chacun et de l'aider à avancer sur son chemin unique et personnel. Du coup, on passe à la dernière question. Alors oui, c'est notre grande question qui est en filigrane depuis le départ, finalement, c'est pour être pleinement soi, est-ce qu'il faut se reconnaître un peu dans l'autre? Moi, j'aime bien cette idée qu'on apprend à se connaître en rencontrant l'autre, en étant connecté à un autre être humain, finalement. Et donc, du coup, euh, les gens, chaque personne elle nous renvoie une facette de qui on est, que ce soit quelque chose qu'on apprécie ou quelque chose qu'on n'apprécie pas. Si j'ai un écho en rencontrant un autre être humain, ça parle de moi quelque part, de mes ombres ou de mes lumières, mais
Voilà. Alors, on va plutôt parler des lumières là aujourd'hui, puisque si vous choisissez un coach, a priori, c'est que vous êtes attiré par quelque chose. Moi, c'est assez drôle parce qu'il y a plein de gens qui me choisissent. Et puis ils disent, mais oui, mais moi, par contre, je ne suis pas créatif. Oui, oui, et tu as choisi la créative coach. C'est pour ça que tu m'as choisi. Et je dis toujours un petit truc rigolo comme ce que tu vois en moi, tu l'as en toi. Et ça permet d'oser. J'ai certains clients comme ça qui osent finalement dessiner ou commencer des trucs, peu importe, ou se lancer dans une activité parallèle d'accompagnant en art, où j'ai eu des cas assez divers et variés dans les clients que j'ai accompagnés. Et en fait, je pense qu'on ose déployer ses ailes. J'ai eu ce cas-là aussi d'HP qui n'osaient pas créer leur activité ou essayer des activités qui n'étaient pas conventionnelles. Et comme ils voient bien que moi, je ne fais rien de conventionnel, je pense que quelque part, ça rassure d'être accompagné par quelqu'un qui a 15 activités différentes en même temps. J'étais photographe et ok, j'assume le truc. Et, euh, et de se dire, ah bah oui, c'est possible en fait. Et donc, du coup, ça rassure un peu. Et je pense qu'on se sent plus compris, surtout si on voit quelqu'un qui a déjà parcouru son propre chemin avec ses couleurs à soi, de se dire, ah bah oui, je peux avoir plusieurs chemins en même temps, je ne suis pas obligée d'être linéaire. C'est pas parce qu'on m'a appris à être linéaire, à faire des études, à postuler au métier qui colle avec le CV, que je suis obligée de l'être. Je peux complètement prendre des chemins de traverse. Et pour moi, ce qui aide mes clients à être pleinement eux-mêmes, c'est qu'ils voient que je suis pleinement eux-mêmes. C'est-à-dire que je prends la première idée bizarre qui me passe par la tête et je leur partage. J'ai une intuition. Ah bah tiens, là, je coach souvent en marchant. Si on prenait un autre chemin, genre si on traversait la pelouse, ben, c'est autorisé ou pas? Je sais pas, c'est vous qui voyez si on fait un chemin de traverse. Et souvent, ça autorise des choses parce qu'il se passe des choses dans essayer autre chose. Et comme moi, j'ai pas de filtre, j'utilise les intuitions au regard de l'objectif du client. Si c'est déployer son potentiel, ben, j'utilise les premières intuitions de mon potentiel à moi, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur oser être plus pleinement soi-même? Comment tu vois les choses? Là, ce qui me vient, c'est en méta par rapport à ce qui vient de se jouer, c'est comment les mots peuvent blesser Mhm. et comment on peut se sentir enfermé par des termes, parce que la linéarité, ça m'évoque les débats infinis qu'il y a sur le haut potentiel avec des mots. Hmm. Je fais ce parallèle-là, en fait. Et je pose l'hypothèse, en toute subjectivité, qu'on ne définira jamais le haut potentiel avec des mots, mais en se mettant en méta, justement, et en se disant que ce concept de haut potentiel a autant de mal à se trouver que parfois la personne au potentiel dans le monde d'aujourd'hui. Et que ça fait partie de la définition même du haut potentiel de ne pas réussir à trouver de définition. Et qu'on aura des débats infinis entre spécialistes sur ce que c'est vraiment en réalité. Et puis en plus, on déteste les cases. Donc du coup, définir avec un haut potentiel, ça doit être ça. Moi, en tout cas, mon but, c'est de déployer les potentiels créatifs de chacun. Et je fais l'hypothèse que chaque être humain a un potentiel créatif dans un domaine, dans un autre, dans plusieurs domaines d'ailleurs, peu importe, et que on l'a parfois étouffé avec trop de conventions ou de carrés et de boîtes. Et donc, du coup, je trouve que si chacun peut utiliser cette énergie créative qui est joyeuse, ça aiderait tout le monde à se sentir mieux, en tout cas à regagner de l'énergie dans une vie qui peut en prendre beaucoup avec les contraintes et autres sujets de ce genre-là. Mohamed te dit excellent, Mathieu. Et Brigitte Merci. dit belles intuitions. Voilà pour les derniers commentaires. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose en conclusion de ce live? En conclusion, à part de peut-être une hypothèse avec une grande prudence que j'ai posée ici, avec une très très grande prudence parce que je vous l'ai déjà dit, je suis conscient que mes clients sont biaisés et ne représentent pas l'ensemble des potentiels évidemment. C'est que je sens dans le contexte d'aujourd'hui, avec les enjeux écologiques, avec l'actualité qu'on connaît, un frétillement de tous s'autoriser ensemble, HPI ou non d'ailleurs, à sortir du faux self. Et que ça représente pour moi un grand espoir, et je me sens presque décalé par rapport à beaucoup de personnes qui voient l'actualité en très sombre. Et le sombre de cette actualité, ça me fait penser à la surface d'un volcan qui explose.
mais il y a le magma de la créativité dessous, il y a le magma d'une autre société. Et pour l'instant, on voit les roches qui explosent, donc il y a des guerres, il y a plein de choses très négatives. Et il faut être touché par ces choses, évidemment. Il ne s'agit pas de rester neutre. Voilà, on est touché émotionnellement par ces choses. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a derrière une autre manière même de travailler ensemble, une autre manière de manager, et que tout ça est en train d'évoluer. C'est comme si toutes les personnes qu'on accompagne, qui font partie de notre communauté, et là, vous voyez que je ne prononce même pas le terme de haut potentiel, hein, qui sont passionnés par l'écologie, la qualité de vie au travail, le RSE, et plein d'autres domaines, comme si elles s'ajustaient toutes inconsciemment pour peut-être un jour ensemble se dire, bon, ben, cette vie formatée qu'on nous oblige d'avoir, c'est bon, c'est terminé. On ne va pas nous faire peur, nous demander de nous formater une éternité sous prétexte que c'est pour avoir la maison, un certain idéal de la vie de famille, etc. Il y a quelque chose qui est en train de frétiller. Je ne sais pas, Nathalie, si tu ressens la même chose dans l'actualité. En tout cas, Raïssa te dit merci pour la belle métaphore. Et pour moi, chacun peut à tout moment utiliser son énergie intérieure, utiliser ce qui l'entoure comme support pour grandir et avancer. Et je vais revenir sur le waouh tout à l'heure d'Aurélie. Et je pense qu'on a tous à gagner à se connecter, à partager, à échanger, à écouter des lives ou en tout cas à connecter avec des gens qui nous ressemblent ou avec des gens qui nous inspirent, qui nous donnent envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et Mathieu me challenge souvent et j'apprécie ça. C'est-à-dire qu'il a un autre style que le mien et il me challenge à continuer mon chemin et c'est ça qui est nourrissant ou qui est énergisant, je vais le dire comme ça. Et donc, du coup, je vous invite à côtoyer, à vous entourer, que ce soit des coachs ou autres, de gens qui vous donnent de l'énergie, qui vous stimulent, qui vous donnent envie d'aller plus loin et de vous ouvrir finalement à votre potentiel, à qui vous êtes au fond. Et on apprend à se connaître en rencontrant l'autre, on se rencontre soi, en rencontrant les différentes parties des autres, puisque chacun a des facettes différentes. Donc, je vous invite à rencontrer le plus d'êtres humains avec des potentiels qui vous font un effet waouh pour continuer à grandir personnellement. Donc, Je voilà. ressens vraiment de la justesse avec cette conclusion, se connecter les uns aux autres, multiplier les connexions, et que c'est en se connectant à l'autre qu'on sort de ses croyances pour découvrir des parties en soi qu'on avait jusque-là ignorées en réalité. Mhm. Et pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vis, c'est-à-dire de rencontrer d'autres gens qui ont des potentiels créatifs, par exemple, me stimule ma créativité. Et du coup, c'est du vécu. Et Mohamed dit merci pour la congruence. Ben, ouais, je pense que c'est ça. Être congruent avec soi-même, c'est s'écouter pleinement et écouter les gens qu'on a envie de côtoyer et grandir avec ça. On vous souhaite une très belle journée. Brigitte dit ouvrir son cœur, ouais, c'est ouvrir son cœur au potentiel et aux autres êtres humains. C'est un beau mot de la fin. Oui. À bientôt pour de nouveaux lives. Vous pouvez avoir toutes les informations sur notre chaîne YouTube où on fait beaucoup de lives, sur le site autrement.com, autrement.com. Et aussi sur le site, vous avez toutes les formations de l'école de coaching et aussi le blog où il y a les petites infographies, les prises de recul avec vous-même si vous avez envie de grandir juste par le texte. Si vous avez envie de grandir en nous rencontrant, c'est possible. Vous pouvez nous contacter. Mathieu fait du coaching et la supervision ainsi que moi. Et on fait des sessions collectives pour vous apprendre ou pour vous donner des clés pour aller plus loin. Donc, bienvenue à vous si vous voulez déployer votre potentiel avec nous. Belle journée! Belle journée!